Bonjour, merci à tous ceux qui se sont déplacés et qui sont présents aujourd'hui. Comme vous avez pu le remarquer, nous n'allons pas être tout seuls puisque nous avons réussi, grâce à l'aide de la Maison Cartier, pouvoir suppléer les manques techniques actuels de la maison. Et donc cet ensemble, cette journée va être non seulement certaines personnes peuvent la suivre en visio, mais elle sera également enregistrée et je pense pour après vous pourrez la revoir sur le site du musée et certainement sur celui de la Maison Cartier autour de toutes les actions que nous avons faites autour de cette exposition Cartier et les arts de l'islam. Donc voilà, j'introduis juste cette journée. Je suis Evelyne Possémé, conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs et je m'occupe des collections de bijoux anciens et modernes et je suis un des commissaires de cette exposition pour Paris avec Judith Hénon du Musée du Louvre, du département des arts de l'islam. Nous avons travaillé ensemble ainsi qu'avec les deux conservateurs du musée de Dallas et nous sommes occupés de la présentation à Paris, toutes les deux. Donc voilà, Judith est désolée, elle nous suit en vision, mais elle ne peut pas être présente parmi nous à cause toujours de cette crise sanitaire que nous connaissons tous depuis 2 ans. Mais on essaye de pallier. Alors donc, je vais essayer de faire toute seule, mais avec l'aide de notre président aujourd'hui, Pierre Caille, donc vous connaissez, qui va donc mener cette journée après, et qui interviendra donc après l'ouverture d'Olivier Gabet, le directeur du Musée des Arts Décoratifs, qui est absent parce qu'il est à New York dans le cadre de la Villa Albertine, mais qui a tenu donc à enregistrer cette ouverture et à vous souhaiter la bienvenue. Donc je laisse la place à Olivier Gabet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs pour cette journée d'études consacrée à la création et ses processus, une appropriation culturelle, point d'interrogation. L'idée de cette journée d'études a été lancée par Evelyne Possémé, conservatrice en chef au Musée des Arts Décoratifs, et Judith Hénon, conservatrice au département des arts de l'islam du Musée du Louvre, toutes deux commissaires à Paris de l'exposition Cartier et les arts de l'islam aux sources de la modernité. L'exposition importante rassemble des centaines d'œuvres, aussi bien provenant des civilisations et des arts de l'islam que des créations parisiennes des années 1910-1930, pour la plupart, plus récentes pour d'autres. Ce que ces créations posent, c'est le rôle majeur de l'influence et de l'inspiration des cultures extra-occidentales dans les processus créatifs depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Il nous semblait nécessaire aujourd'hui de réunir un certain nombre de chercheurs, universitaires, personnalités de musée, afin de mettre à plat et d'explorer tout ce que recouvre cette notion d'appropriation culturelle en termes de transmission, de diffusion des modèles, de dialogue entre les civilisations et les cultures. De nos jours, la question de l'appropriation culturelle est certainement un des phénomènes les plus brûlants et les plus lourds d'un point de vue politique, symbolique, artistique. Il était donc là aussi impératif de nourrir ce débat en toute objectivité à partir d'un état actuel des connaissances et de la recherche scientifique. C'est l'enjeu de cette journée d'études qui, j'espère, sera propice pour apporter un certain nombre d'éléments et pour permettre aussi de revoir de façon un peu différente, dans une perspective historique, cette problématique du processus créatif. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une belle journée fructueuse et passionnante. Oui, donc après cette présentation du directeur du Musée des Arts Décoratifs, il me revient la lourde tâche que m'a confiée Evelyne Possémé et que m'ont confié Evelyne Possémé et Judith Hénon de jouer les messieurs loyaux de cette journée d'études. Et je tiens à remercier Evelyne et Judith de leur invitation et surtout à les féliciter de cette admirable exposition qu'elles ont mis sur pied, dont elles sont les commissaires à Paris. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des arts de l'islam, mais en revanche, la question qui est une question centrale, manifestement, de notre journée et aussi de l'exposition, la question de l'ornement retient mon attention depuis très longtemps, et j'aimerais vous proposer quelques réflexions en guise d'introduction sur la notion
d'ornement qui est effectivement omniprésente dans les thèmes de cette journée. Et de fait, en lisant le programme, il est un motif qui n'est jamais formulé ou rarement formulé en tant que tel dans les titres des conférences, mais qui est pourtant partout présent dans les sujets que nous allons aujourd'hui traiter, c'est l'ornement. Bijoux, brocarts, marqueterie, il n'est à chaque fois question que d'ornement. Et pour ma part, je connais l'ornement par un biais bien précis, l'architecture européenne à l'âge humaniste et classique, et donc le directeur du Musée des Arts Décoratifs évoquait le dialogue là, que nous sommes amenés à conduire entre les différentes traditions. Donc je dis d'où je viens, quelle est ma tradition, l'architecture européenne à l'âge humaniste et classique. Mais je vais tout de même m'efforcer à partir de là de vous proposer quelques réflexions un peu plus générales sur cette singulière manifestation des arts qu'est l'ornement, forme à la fois omniprésente et discrète, peu loquace, en tout cas réticente au grand discours, et je serai court, et que je vais essayer néanmoins de faire parler. Alors l'ornement est trop longtemps apparu aux yeux de la critique d'art comme un art mineur, coquet, frivole, sans grande portée symbolique, étranger aux grands enjeux intellectuels de la culture, et en particulier de la culture moderne. Donc l'une des grandes vertus de l'exposition, c'est de montrer que les liens extrêmement forts que la modernité continue à entretenir avec la tradition ornementale, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son origine. Pire encore, l'ornement est souvent assimilé aux arts mécaniques, sans grandeur ni génie, un art d'artisan, les ornemanistes au service des industries du luxe. L'ornement renverrait donc à des pratiques artistiques répétitives, j'utilise le conditionnel, et à des expériences esthétiques superficielles qui semblent totalement étrangères à l'esthétique noble et sérieuse, celle de la grande émotion, mais aussi à la grande politique émancipatrice que représenteraient les avant-gardes. Alors pour ma part, je voudrais présenter un point de vue sur l'ornement très différent, soulignant au contraire combien l'ornement apparaît comme un paradigme complexe, riche et puissant de l'art et de son rapport aux êtres humains. Un paradigme proprement humaniste de l'art, autrement dit un art qui se conçoit comme un facteur d'hominisation au service de la prise de conscience que l'être humain, par l'être humain, de sa fonction symbolique, de sa responsabilité à l'égard du monde et des autres, autant que de lui-même. Dans sa critique de Jean-Jacques Rousseau, Joseph de Maistre prend l'exemple de l'Indien. Regardez l'Indien des Amériques. Regardez cet Indien, écrit-il, dont Jean-Jacques Rousseau veut faire l'exemple même de l'état de nature et de sa spontanéité originaire. Regardez-le bien. Il est paré de plumes, il porte des bijoux, il est recouvert de tatouages et de peintures sur le corps, autant d'ornements qui, aussi frustes soient-ils, prouvent ici non la sauvagerie et l'état de nature, mais la civilisation. Comme le montre la remarque de Joseph de Maistre, l'ornement est un paradigme universel de l'art, et il n'en existe sans doute aucun autre d'aussi universel dans toute l'histoire de l'art. De tout temps, aujourd'hui comme aux origines, dans tous les peuples, en Orient comme en Occident, il y a eu et il y a encore de l'ornement. Davantage, l'ornement est présent dans tous les arts, en musique ou en littérature comme en architecture, dans les arts profanes évidemment, mais aussi dans les arts religieux et sacrés, les ornamenta sacra occupant une place considérable dans la tradition ornementale. Quelles que soient les différences évidentes dans les conceptions et dans les modèles ornementaux propres à chaque situation artistique, historique, géographique ou disciplinaire, on ne peut qu'être frappé par les invariants qui relient et rapprochent ces différentes manifestations ornementales. Ce qui explique que la puissance de circulation de l'ornement, et dont l'exposition est particulièrement éloquente à cet égard, puisque nous circulons entre l'Inde, l'Iran, la Turquie, puis à la suite d'un saut temporel en Europe et aux États-Unis. C'est la leçon
de l'exposition Cartier. L'ornement circule non seulement d'un pays à l'autre, non seulement d'un siècle à l'autre, voire d'un millénaire à l'autre, mais encore d'un support à l'autre, d'un art à l'autre. En chaque ornement, il faut non seulement prendre plaisir à son détail, mais mieux encore, mesurer sa puissance de variation et sa fluidité de circulation, l'une étant évidemment liée à l'autre. Variation et circulation s'entretenant et se stimulant mutuellement. La fameuse lettre de Pétrarque à Boccace, la lettre écrite de Paris le 28 octobre 1366, où Pétrarque fait de l'imitation le principe général de la culture, et c'est une lettre qui a évidemment qui occupe une place considérable dans toute l'histoire de la Renaissance et de l'humanisme. Donc, mais cette imitation, loin de se réduire à une copie, ne vaut que par sa capacité à varier les formes et les modes d'expression, en dissimulant ses références et en ne laissant subsister de ressemblance que celles qu'on ne peut remarquer, je cite Pétrarque, qu'on ne peut remarquer qu'à tête reposée, plutôt comme un soupçon que comme une certitude. Et ça, c'est vraiment la marque des grandes variations et des grandes circulations, que le même dans l'autre ou l'autre dans le même, au point qu'il est parfois difficile de faire le lien d'une forme à l'autre. Et de fait, une grande part de l'histoire de l'art et de la culture doit se penser comme variation, comme différence dans la répétition. La conception de la culture et de l'art, où la composition importe plus que la création, où la variation importe plus que l'invention, caractérise bien ce que j'oserais appeler les sociétés ornementales. Alors, je vais revenir à un des traités majeurs de la tradition architecturale, humaniste et classique, qui est l'art d'édifier d'Alberti, parce que ce traité nous intéresse. C'est non seulement un traité d'architecture, mais plus encore, c'est un traité d'embellissement du monde. Et toute la seconde partie de ce traité, les livres 6 à 9, sont entièrement consacrés à la question de l'ornement. Et donc, dans ce traité, j'ai retenu 3 passages qui me semblent définir la puissance de l'ornement de façon particulièrement exemplaire. Dans le premier passage, au livre 1, Alberti écrit à propos du toit, de la confection des toits en architecture, il écrit « Nos ancêtres ont agi en voulant rendre au toit tant d'honneur pour les services qu'il rend que, pour les orner, ils épuisèrent presque tous les procédés de la décoration. Ce qui marque bien, je ferme les guillemets, ce qui marque bien en quoi l'ornement se définit comme l'achèvement de l'art, une fonction télésurgique, si j'ose dire, c'est-à-dire une fonction d'accomplissement de l'œuvre. Deuxième passage, au livre 6, Alberti affirme aussi que l'embellissement occupait à ce point l'esprit des anciens qu'il n'y a rien qu'il n'ait cherché à orner les routes et les ports aussi bien que les temples. Tout support sert à l'ornement, les bateaux aussi bien que les murailles de fortification. Je cite Alberti, « Les anciens prenaient un tel plaisir aux ornements qu'ils édifiaient sans doute afin d'avoir à quoi ajouter avec convenance des ornements. Comme si l'ornement était en quelque sorte un mode général non seulement des arts, mais un mode général de la production, commandant l'ensemble du monde des formes antiques. L'ornement, conclut Alberti, est une affaire sans fin, et c'est ce qui explique ce jeu de circulation incessante. Il y reste toujours quelque chose qui semble non seulement pouvoir, mais aussi devoir être ajouté. Je ferme les guillemets. Et Alberti trace ainsi une sorte de lien entre la circulation, la propagation de l'ornement, d'une part, d'autre part, l'artificialisation générale du monde, qui est son ambition, et troisièmement, la dignification de ce même monde. Embellir, dans la terminologie d'Alberti, c'est honestare, honestum, d'où est tiré honnête. Le verbe honestare lui-même vient du lexique cicéronien,
et explique la dignité des usages et de leur utilité. Embellissement et dignification sont les mêmes. Enfin, troisième point, toujours au livre 6, Alberti souligne la dimension institutionnelle de l'ornement. Je le cite. « Le soin incroyable que les anciens dépensaient pour que toutes les institutions, en particulier juridiques, militaires et religieuses, et l'ensemble de la chose publique, de la res publica, soient parfaitement ornées, comme si, je reprends ici, comme si la sphère de l'ornement dépassait la seule question des œuvres d'art pour englober l'ensemble des pratiques sociales et d'une certaine façon, les divers sujets que nous aborderons aujourd'hui montrent l'éventail des usages que l'ornement traite et met en valeur. Donc l'ensemble des pratiques sociales sont sous le couvert ornemental, ce que confirme au demeurant la lecture du De Officiis de Cicéron, et je pense en particulier à la dernière partie du livre 1 consacrée à la temperantia et au decus, c'est-à-dire où la question des ornements de la vie et de la vie comme ornement ressort avec évidence. Decus, c'est l'honneur, c'est la dignité, et temperantia, c'est cette égalité de l'action humaine, cette constance et sa justesse. Voilà. Et Alberti conclut en effet ce passage de la façon suivante. Les anciens semblaient avoir voulu ainsi laisser entendre que privés de l'apparat et de la pompe des ornements, ces institutions sans lesquelles la vie des hommes ne pourrait pratiquement pas exister seraient réduites à des activités fades et insipides. Dans ce passage, Alberti souligne la forte dimension institutionnelle de l'ornement, et je dirais, pour parler de pouvoir encore en vigueur aujourd'hui, il n'y a pas de monarchie, il n'y a pas de couronne sans joyaux. Et c'est particulièrement vrai pour la monarchie anglaise. L'importance symbolique du trésor des... Evelyne, vous pouvez en juger mieux que moi, des bijoux de la reine occupent une place vraiment importante dans la fondation institutionnelle. Bref, selon Alberti, les anciens ont fait de l'ornement une sorte de paradigme général, de forme symbolique fondamentale de l'art, gouvernant l'ensemble des rapports de l'homme au monde. Alors, je voudrais conclure en faisant un court point sur le sens de ce rapport que médit l'ornement. Ernst Gombrich a écrit sur l'ornement un ouvrage important qui a pour titre The Sense of Order, le sens de l'ordre, la signification, le sens de l'ordre. L'ouvrage de Gombrich tire ses exemples ornementaux de toutes les cultures et de toutes les formes plastiques. Le sens de l'ordre y apparaît comme un véritable invariant de l'ornement, entendu dans sa dimension la plus universelle. Le sens de l'ordre revêt une double dimension. Il est d'abord morphologique, ex parte objecti, du côté de l'œuvre d'art, et signifie la façon dont l'ornement produit des séries et des successions rythmées et régulières, ce que montrent bien au demeurant les animations de l'exposition, consacrée à la structure et au montage des bijoux. Mais le sens de l'ordre est aussi ex parte subjecti, du côté du spectateur ou de l'utilisateur, tant il est vrai que la plupart des arts décoratifs revêtent une dimension utilitaire et fonctionnelle. Le sens de l'ordre et de la mesure est d'abord une vertu morale, ce que les anciens Grecs appellent la sophrosyné, notion à travers laquelle nous retrouvons à nouveau ce lien étroit entre humanisme et ornement. Les Latins traduisent sophrosyné, la sophrosyné grecque, par un terme important mais qui prête à confusion. Je l'ai cité tout à l'heure, ils traduisent la sophrosyné par temperantia. Alors on ne rend pas justice à ce terme en le traduisant par tempérance, ni même par modération. Il faut entendre temperantia comme le tempérament des musiciens, du clavecin bien tempéré, la juste tension de la corde de l'homme, ce que les stoïciens appellent le tonos,
dont dépend notre énergie, ou plus exactement notre virtus. Marc Fumaroli conçoit à juste titre l'art comme un remède destiné, l'art classique, l'art humaniste et classique, comme un remède destiné à soigner le taedium vitae, le dégoût de la vie. Les objets ornementaux sont comme des instruments. Pline l'Ancien, qui est un auteur important pour toute la tradition des arts à l'âge humaniste et classique, Pline l'Ancien parle des instruments d'une vie plus brillante et élégante, d'une vie plus digne aussi. Mieux encore, ils sont, j'utilise le vocabulaire d'Alberti, ils sont des aides, des étés, quasiment des prothèses, qui contribuent à intoner, à mesurer et à rythmer nos gestes, à les soutenir et à les maintenir, pour reprendre les grands thèmes de la morale stoïcienne, de les soutenir, à les maintenir à travers le temps, en chacune de nos actions, mais aussi pour la vie tout entière. Alors je vais terminer en revenant à l'admirable exposition qui nous réunit et que nous devons au travail de près de 4 ans, et on voit l'importance du temps, du travail du temps ici, d'Evelyne Possémé et de Judith Hénon. La grande idée est que ce transfert des formes ornementales opéré par le joaillier Cartier a contribué à enrichir et à mieux caractériser le courant des arts décoratifs, aux sources de l'art moderne, et cela très tôt, dès le début de ce courant, et donc à renouveler les arts ornementaux, et cela au moment même où s'épuise l'ornement traditionnel, c'est-à-dire celui de la tradition ornementale dont l'École des Beaux-Arts de Paris a été pendant tout le XIXe siècle la matrice hégémonique. Et davantage encore, au moment où la légitimité de l'ornement se trouve fortement remise en cause par les nouvelles doctrines esthétiques du début du XXe siècle. C'est la teneur de la lettre de Louis Cartier à son père lors d'un voyage en Russie avec Charles Jacot en 1911, pour qui il n'est que la Russie ou l'Asie pour pouvoir raviver la ressource ornementale et en ranimer la validité en l'adaptant aux nouveaux critères de l'art moderne, et cela précisément grâce à la puissance de variation et de circulation propre à l'art ornemental. Et donc nous allons commencer maintenant à examiner dans le détail cette puissance de circulation, et j'appelle à la tribune Madame Negar Habibi, qui va nous parler du design et de la mode persan en France du XXe siècle, le catalogue de Jean Pozzi.